en sciences infirmières à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Marie-Ève a une bonne carrière comme infirmière, mais aussi conseillère en soins au CIS Chaudière-Appalaches. Elle travaille depuis sa maîtrise sur l'utilisation du protocole de détresse en soins de fin de vie au Québec. Puis, en fait, c'est une de mes étudiantes, donc on travaille ensemble depuis plusieurs années. Puis cette conférence vise à porter un peu sur les perspectives. Donc, on ne présente pas spécifiquement seulement des travaux de recherche, mais vraiment des réflexions globales sur différents thèmes qui touchent l'utilisation du protocole de détresse en soins de fin de vie au Québec. Un rappel ou peut-être certaines informations avant de débuter sur les conférences de l'Institut, l'objectif de l'Institut, mais l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval, vise à être un carrefour, un catalyseur, je m'excuse, d'idées, de nouvelles pratiques, de mettre en lien cliniciens, chercheurs, partenaires, organismes, personnes du public pour améliorer les soins de fin de vie, les soins palliatifs plus largement, les soins de fin de vie au Québec, puis aussi augmenter les connaissances autant du public, les cliniciens, par rapport aux soins palliatifs et de fin de vie. Donc, cette conférence s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Donc, on va être très intéressés à avoir vos questions, vos commentaires, vos réactions, parce que ces conférences-là se veulent être un lieu pour ces réflexions-là. Donc, avant de laisser la parole à notre conférencière qu'on remercie par ailleurs, on souhaite faire une reconnaissance territoriale. En fait, dans un esprit d'amitié et de solidarité, nous souhaitons rendre hommage au premier peuple de ces lieux, ici à l'Université Laval, étant la croisée du Nyon Wentio du peuple Huron-Wendat, de Ndakina du peuple Wabanaki, du Nistasinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamekw et du Wolastoquk du peuple Wolastoqey. Nous honorons nos relations les uns avec les autres et aussi à l'Institut, on souhaite s'engager à améliorer l'accès et la qualité des soins palliatifs et de fin de vie pour tous, incluant les peuples des Premières Nations, des peuples inuits et métis. Donc, je vous remercie. La conférencière, en fait, incluant moi, souhaitons déclarer que nous n'avons aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation. Donc, merci. Marie-Ève, je te laisse poursuivre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, j'ai une personne ici en présence. Je vais quitter des yeux un peu au courant de la présentation. Sans plus tarder, je vous présente le plan de la présentation de ce midi. Je vais faire une brève introduction puis une mise en contexte sur le protocole de détresse. On va regarder les pratiques actuelles au Québec concernant le protocole de détresse. On va s'attarder au phénomène de détresse respiratoire. Et ça va nous amener à aller un peu explorer les meilleures pratiques qui se font en ce moment pour soulager la détresse respiratoire et les différentes pratiques de gestion de symptômes en fin de vie. On va terminer avec les origines du protocole de détresse avant de conclure. En guise d'introduction, ceux et celles qui ont eu à administrer un protocole de détresse dans leur vie, dans leur carrière, dans leur pratique, ou qui ont été dans le processus décisionnel qui ont mené à l'administration du protocole, généralement, ils s'en souviennent, ces personnes-là. Généralement, ils s'en souviennent pour les bonnes raisons ou pour des raisons un petit peu plus difficiles. Ce n'est pas une administration banale de médicaments quand on se met à utiliser le protocole de détresse pour un patient. On le fait en toute connaissance de cause avec un jugement clinique qui est derrière ça. Donc, c'est des événements souvent marquants dans la carrière des professionnels. C'est à ça que je voulais vous référer en commençant. Donc, il faut dire tout d'abord que le protocole de détresse n'existe qu'au Québec. C'est vraiment une intervention pharmacologique que l'infirmière va utiliser en situation de détresse aiguë, dans le fond, selon son jugement clinique de la situation. C'est une intervention qui va mener finalement à la sédation temporaire et rapide d'un patient devant une situation de détresse aiguë. On a une combinaison de 3 molécules à forte dose qui sont impliquées dans cette administration-là, donc des sédatifs, des opioïdes, des anticholinergiques. On a vraiment un traitement d'urgence en dernier recours. On ne va pas
c'est vraiment une intervention qu'on va utiliser de façon plus rare, là, selon les pratiques. C'est répétable, donc on pourrait avoir à l'utiliser plus d'une fois là, dans une situation où le patient n'est pas soulagé par rapport à sa détresse. C'est un protocole qui est prescrit dans tous les milieux de soins, à tous les patients en fin de vie. Même à domicile, c'est des patients qui pourraient être sujets à recevoir le protocole, mais cette fois-ci administré par les proches, là, selon un enseignement qui va leur être administré, en fait. Ça répond à un besoin clinique pour une crise vitale. Donc, c'est vraiment un besoin humanitaire. Au fil des ans, il y a eu différents types de protocoles qui ont été dans nos différents milieux. Ceux que ça fait plusieurs années, ils savent qu'il y a eu différentes recettes, si on pourrait mettre ça en guillemets, le terme recette. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ils ont décidé d'encadrer, en fait, d'émettre des recommandations concernant le protocole de détresse qui permettraient d'uniformiser un peu les pratiques un petit peu différentes d'un établissement de santé à l'autre ou d'un milieu de soins à l'autre. Donc, ça a vraiment été un point de départ. Là, un rapport en 2017 est venu, disons, semer les premières bases avec un cadre qui était concernant la détresse principalement. Puis là, je vous présente aujourd'hui, ça va porter davantage sur la révision qu'il y a eu en 2020. Donc, l'INES a fait une nouvelle révision du protocole médical national et c'est sur ça que la présentation porte. Donc, le protocole de détresse, sous ce format-là qu'on vient d'identifier, c'est vraiment un format qui n'est pas utilisé ailleurs dans le monde. Il présente des indications particulières. Donc, on a des manifestations cliniques qu'on a besoin d'avoir, c'est un premier critère, puis on a besoin d'avoir un état de panique. Ça, c'est le deuxième critère. Quand on regarde de plus près, on a dans les manifestations cliniques justement la détresse respiratoire subite et aiguë, la douleur intolérable et l'hémorragie massive. Si on s'attarde plus spécifiquement aujourd'hui à la détresse respiratoire, étant donné que c'est l'indication principale dans l'utilisation du protocole de détresse, on se trouve à avoir ces 4 signes suggestifs-là qui composent le premier critère. Donc, on a la difficulté respiratoire, la tachypnée, le tirage, l'embarras. Le deuxième critère qui s'ajoute, c'est les signes suggestifs de l'état de panique. Là, on va avoir la terreur, l'agitation et l'anxiété sévère. Donc, il faut avoir les 2 critères selon les indications de l'INES. Les contre-indications de l'INES, eux autres, ils vont présenter les symptômes isolés puis l'état d'inconscience. C'est vraiment les 2 contre-indications à administrer le protocole. Symptômes isolés, c'est qu'on verrait un critère seulement sur 2. C'est ce qu'on veut dire par ça. Là, on aurait un symptôme qui serait là sans la présence du deuxième critère. Puis ça peut être soit une agitation qui soit là sans signe suggestif de la détresse respiratoire, autant qu'il n'y aurait pas de signe suggestif d'état de panique. C'est vraiment un ou l'autre. Et il y a la présence d'inconscience aussi qu'il faut remarquer. Donc, puisque c'est un protocole qui est seulement utilisé au Québec, c'est important de savoir c'est quoi l'état de situation actuellement, c'est comment qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on sait sur le protocole et son utilisation au Québec. On regarde les pratiques actuelles, il y a peu de littérature. En fait, j'ai pu recenser 5 études sur le sujet dans les 20 dernières années qui touchent la clientèle adulte, il faut le dire. En fait, le protocole est administré entre 13 et 29,5 chez l'ensemble des personnes en fin de vie. L'âge moyen de cette administration-là tourne autour de 73 à 80 ans. Donc, on parle plus de personnes âgées. Le protocole va être répété, donc de 2 fois jusqu'à 5 fois, entre 11,5 et 48,7 Donc, il y a une forte proportion des gens qui reçoivent le protocole plus d'une fois, de façon répétée, dans le même épisode de soins. Les indications principales pour l'administration du protocole concernent les signes suggestifs de détresse respiratoire. C'est l'embarras. Donc, l'embarras bronchique, 51,2 et suivi de la tachypnée, 39,4 Les signes suggestifs de l'état de panique qui sont combinés, on se rappelle, on a la principale indication qui est l'agitation avec 35,4 puis l'anxiété avec 11,8 Le protocole serait administré de façon non conforme dans plus de la moitié des cas. Donc,
une fois sur deux qu'on administre le protocole et serait jugé non conforme selon les recommandations de l'INES. Et un élément qui ressort de ça, c'est l'inconscience. Donc, on a vraiment une variabilité entre les études. Donc, dans certaines études, on parle de 13,4 %, puis ça peut aller jusqu'à 61,8 % des protocoles de détresse qui ont été administrés en situation d'inconscience. Fait que la non-conformité touche l'inconscience et vraiment les deux critères qui ne seraient pas combinés. Si on fait un portrait vraiment un petit peu plus large, hein, on se rend au sein, on essaie de décortiquer dans les milieux de soins comment ça se présente. Là, on a pu remarquer un taux d'administration qui est plus élevé au niveau des soins intensifs et des CHSLD, un petit peu moins au niveau de l'unité de soins palliatifs, puis vraiment, on n'a pas tout à fait 2 % au niveau des maisons de soins palliatifs. Cette tendance-là se répète au niveau du taux d'administration répété 2 fois et plus. Au niveau des soins intensifs et CHSLD, c'est encore eux qui ont une plus forte proportion d'administration répétée et une plus forte proportion d'administration non conforme aussi au niveau des soins intensifs et des CHSLD. Donc, face à ces résultats-là empiriques qu'on connaît ici au Québec, comment on peut expliquer cette variabilité-là et cette non-conformité-là? C'est la question que moi et Diane, on se pose régulièrement depuis plusieurs années. Une des pistes qu'on a en tête, en fait, c'est qu'est-ce que c'est que la détresse respiratoire? On peut, dans le fond, la variabilité, la non-conformité peut être expliquée par le fait qu'il y a une confusion autour du terme de détresse respiratoire. On part en premier. Il y a plusieurs définitions. Une confusion, donc je vais vous présenter différentes façons de voir la détresse selon ce qui est documenté. On part de ce qui est documenté au niveau de l'INES. On s'aperçoit que quand on parle de détresse respiratoire, on va cibler 4 signes suggestifs variés, 4 signes qui sont différents les uns des autres. Fait que ça, c'est un premier point à réfléchir quand on pense à la confusion qui est autour de ça. Il y a une évolution aussi du terme dans les 2 dernières décennies. Quand on regarde les écrits sur le sujet, on s'aperçoit qu'au départ, en 1999, on parlait d'une complication terminale catastrophique qui touchait le point de vue respiratoire. On avait à ce moment-là une dimension qui était très physique. Donc, on parlait d'asphyxie beaucoup, là, et comment cette asphyxie-là pouvait prendre toute la place finalement en fin de vie. Au courant des années, on s'aperçoit que le terme va changer vers un assouplissement du terme et là, on va laisser entrer toute la notion de détresse psychologique. Fait qu'en plus de la détresse physique qui était bien présente, on parle aussi d'une détresse psychologique. Fait que ça amène une certaine ouverture du terme là, dans l'interprétation des cliniciens qui sont face à cette situation-là de soins. Et plus récemment, là, on revient vraiment à la charge en nommant une urgence respiratoire. On se ramène vraiment à l'état de dernier recours. Donc, à une urgence respiratoire avec une combinaison de détresse psychologique. Et en 2023, la question se pose. On continue notre réflexion. En fait, le protocole, il n'existe qu'au Québec. Sauf que pour moi, il est clair que la situation de soins qui nous mène à l'utilisation du protocole de détresse n'existe pas seulement au Québec. On s'entend là-dessus. Donc là, moi, je suis allée voir au niveau des auteurs les plus influents en soins palliatifs pour voir alors comment ils décrivaient ce phénomène-là pour peut-être trouver d'autres pistes. La nomenclature qui a été retrouvée concernant les situations respiratoires en fin de vie concerne vraiment la dyspnée. Tout porte autour, d'ailleurs, je vais finir par l'avoir, tout est autour de la nomenclature de la dyspnée. Donc, on a différents types de dyspnée qui sont présentés ici. Les auteurs s'entendent sur le terme de dyspnée réfractaire. Ça, c'est quelque chose qui ressort comme étant une dyspnée incontrôlable, insoutenable, qui n'a plus d'issue thérapeutique reconnue et appropriée pour cette personne-là. On a aussi le terme épisode de dyspnée qui revient beaucoup dans la littérature, qui concerne cette fois-ci une vague. Vraiment, là, on voit ça comme une augmentation très intense de la dyspnée, suivie d'un arrêt presque abrupt.
au niveau de la dyspnée. Puis ça, cette période-là va durer environ une dizaine de minutes, donc en moyenne une dizaine de minutes. Puis il peut se répéter jusqu'à 5 fois par 24 heures dans les derniers jours de vie. Ça pourrait être plus pour les personnes qui ont justement des conditions chroniques, terminales. Je me prends une gorgée d'eau, ça ne va pas très long. Ce qui était commun aussi dans la littérature, c'était de voir comment que la dyspnée était toujours rapportée avec l'anxiété, la détresse psychologique et l'inconfort. Fait que ça, c'est vraiment un point qu'on a pu cibler. Fait que vous voyez, dans cette nomenclature, on ne parle pas du terme détresse respiratoire à proprement parler, mais on va la nommer dans la section, disons, de détresse psychologique. Fait que ça pourrait aller surajouter sur la dyspnée. C'est vraiment comme ça que les auteurs vont le mentionner. Quand on cherche encore, je suis à la recherche du terme de détresse respiratoire, on va trouver les écrits de Margaret Campbell, qui est une infirmière au niveau des États-Unis, qui a fait des travaux concernant la détresse respiratoire en fin de vie. Elle définit la détresse respiratoire comme étant le corollaire observable de la dyspnée. C'est une façon différente de le nommer par rapport à ce qu'on connaît ici au Québec. Quand on regarde plus près, en fait, on a un instrument. Là, dans le fond, les travaux ont créé un instrument. Là, je vais finir par voir. Elle a créé un instrument des suites de ses travaux. Et là, on avait 8 items qui composent cet instrument-là. Ces items-là sont gradués là, de 0, 1, 2 points. On va les additionner ensemble. Puis, selon les études qui ont été faites, à partir de 4, un pointage de 4 points, là, on pourrait parler de la présence de détresse respiratoire. Puis là, il y a toute une gradation qui s'ensuit. Quand on s'attarde à chacun des items, on s'aperçoit que l'instrument est composé de signes vitaux, de signes de fin de vie et de signes non exclusifs à la détresse respiratoire. Ça, c'est un petit bémol qu'on apporte. C'est une échelle qui est en ce moment pas validée en contexte de fin de vie francophone québécois. Puis c'est une échelle qui présente des faibles qualités psychométriques là, dans le domaine. Ce qui veut dire que quand on tente d'utiliser, par exemple, cet outil-là ou de se fier à cette définition-là, en ce moment, en contexte québécois, ça devient plus difficile. Là. On ne peut pas aller vers une recommandation d'utilisation de cet outil-là parce qu'il y a quelques bémols autour. Il y aurait tel quel, on ne pourrait pas l'appliquer en ce moment. Donc, il n'y a pas de consensus québécois au niveau du terme de détresse respiratoire. Il n'y a pas de consensus au niveau international autour du terme de détresse respiratoire. Les auteurs, les chercheurs contemporains sur le sujet vont plutôt aller, en fait, vers le terme dyspnée. Puis plus récemment encore, on s'aperçoit qu'on ne va pas juste aller vers le terme dyspnée de façon générale, on va tendre à délaisser le côté général de la dyspnée et d'aller plus vers des profils de patients. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un patient qui a le MPOC pourrait avoir une présentation avec des caractéristiques bien précises de la dyspnée. C'est ce que les auteurs en ce moment font comme travaux de recherche. C'est comme s'ils étaient vraiment rendus ailleurs. Ils ne sont plus en train de qualifier un terme général puis d'obtenir une description puis une définition. Ils sont vraiment en train de cibler des cas traceurs pour bien caractériser la présentation en fin de vie de l'état respiratoire, de ce patient-là précisément, de ce profil-là. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant puis qui ramène au point de la confusion qui est autour du terme de détresse respiratoire. C'est justement ce qui peut expliquer que selon les lectures des différents cliniciens dans le réseau québécois, on peut avoir différentes représentations, différentes interprétations de la détresse respiratoire, donc de l'application du protocole de détresse. Une autre piste qui rend l'utilisation du protocole de détresse variable et non conforme, c'est le point sur l'inconscience. L'inconscience, elle est vraiment mise comme contre-indication au niveau de l'INES. Pourquoi? Parce qu'il a été établi avec le comité consultatif et la revue systématique qui a eu lieu,
que l'inconscience, quand le patient arrive en situation d'inconscience, il se trouve à plus vivre de détresse, d'anxiété et de panique. Fait que c'est comme le point qui tranche la question. À partir de là, il n'y aurait plus de détresse respiratoire, il n'y aurait plus de détresse, donc il n'y aurait plus de raison d'appliquer le protocole de détresse. Ceci étant dit, moi, je regarde ça dans une situation de soins concrète, puis je me rends compte qu'entre la conscience et l'inconscience, il y a comme un monde. Il y a comme une zone très nuancée, très grise, qui est intermédiaire à ces deux états-là. La personne, du jour au lendemain, c'est pas à couper au couteau qu'elle va passer de consciente à inconsciente. Il y en a certains que ça va être ça. Puis ça, c'est plus facile pour le clinicien. Mais il y a certains patients en état en contexte de fin de vie qui vont se retrouver dans un état parfois somnolent, parfois léthargique, parfois éveillé, parfois... Ça joue vraiment entre les deux. Donc là, je me mets à la place du clinicien qui doit prendre une décision par rapport au protocole de détresse. Il veut respecter les critères, les indications, contre-indications. Il doit trancher sur la question de l'inconscience et de la conscience. Bien, c'est pas à trancher au couteau, c'est pas simple comme ça. Puis la situation est devant nos yeux en ce moment. Donc, parfois, c'est ce qui peut amener un clinicien à utiliser le protocole de détresse dans des situations où la personne, finalement, était peut-être inconsciente. Donc, la documentation révèle une inconscience, mais dans le feu de l'action, c'est pas à trancher au couteau. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Le continuum conscience-inconscience, c'est vraiment à réfléchir dans cette discussion-là. Fait que là, à la lumière des éléments que je vous ai évoqués aujourd'hui, je voulais vous faire une représentation de c'est quoi la dyspnée sévère en contexte de fin de vie. Étant donné qu'on n'a pas quelque chose qui tranche sur la détresse respiratoire en ce moment, j'ai voulu quand même vous représenter c'est quoi la situation clinique qui se passe, puis ça va comme suit. Dans le fond, la dyspnée en fin de vie, sur un continuum de fin de vie, donc avant le décès, on sait qu'elle peut apparaître de façon nouvelle ou qu'elle peut être chronique, okay, dans le portrait clinique. Puis, elle va augmenter d'une façon ou d'une autre. Donc, on parle de 4 personnes sur 10 en fin de vie qui vont avoir une dyspnée nouvelle, peu importe le diagnostic initial qu'ils avaient. Fait que ça, on sait que ça l'augmente. On peut avoir des épisodes aigus de dyspnée qui apparaissent. Là, j'en ai mis 2. Là. Je vous ai représenté 2 vagues, les vagues de tantôt. J'en ai mis 2, j'aurais pu en mettre 15, 20. C'est présent en fin de vie. Et ça suit l'augmentation de la dyspnée qui est sous-jacente. Ces états-là respiratoires amènent un épuisement, une fatigue et peuvent être additionnés avec d'autres symptômes comme par exemple la toux. Fait que ça aussi, ça va prendre de l'ampleur en fin de vie. On peut avoir aussi l'apparition d'agitation. On peut avoir une souffrance, la détresse, la détresse psychologique qu'on mentionnait, la peur, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir de la panique qui s'installe. Fait que tout ça amène un état un peu de décompensation de la personne au niveau de la fin de vie. Et ça augmente. Ce qui est intéressant, c'est quand on croise ça avec ce qu'on vient de mentionner sur l'état de conscience. Il y a comme vraiment un croisement qui se fait. Puis c'est là-dessus que je veux porter votre attention, c'est que quand la personne va vivre cette décompensation-là, au même moment, elle va vivre une diminution de l'état de conscience, une diminution de l'état fonctionnel, puis en même temps, elle va perdre le contrôle sur sa situation. Donc, le contrôle, on sait qu'il est grandement relié à la dyspnée parce que la personne va être en mesure de s'autogérer dans sa respiration jusqu'à ce qu'il y ait une perte de contrôle. Et on voit la perte de contrôle qui se met en place également. Tout ça arrive ensemble. Fait qu'à des moments différents, le portrait n'est pas franc comme ça à toutes les fois, évidemment, mais c'est vraiment une visualisation qui vous permet de vous situer la complexité du processus d'évaluation du clinicien face à la situation de dyspnée sévère en fin de vie. Puis, si on poursuit la fin de ce processus-là, de cette séquence-là, on tombe vraiment dans la zone respiration terminale que j'ai appelée ainsi, parce que là, on tombe dans une zone où le patient est inconscient, donc il va y avoir des changements respiratoires importants qui sont typiques des signes de fin de vie.
Et il va y avoir une chute des autres symptômes qui étaient au départ en décompensation. Fait que le switch se fait vite dans cette portion-là. Fait que ça, cette compréhension-là, ce portrait-là général peut nourrir la compréhension de la séquence qui se déroule devant les yeux du clinicien qui essaie de savoir à quel moment on a administré un protocole de détresse et à quel moment dois-je mettre en place des interventions pharmacologiques peut-être isolées selon les symptômes. C'est le propre de la gestion de symptômes en fin de vie. On est dans un modèle qui va aller beaucoup plus gérer le symptôme dès qu'il apparaît de façon isolée. Donc, on va les gérer tranquillement et au final, le portrait global, possiblement qui ne nous amènera pas l'utilisation du protocole de détresse. C'est une hypothèse. Donc, puisque le protocole de détresse n'existe qu'au Québec, on va aller voir les meilleures pratiques ailleurs dans le monde. Les meilleures pratiques selon les revues Cochrane, en fait, ce qu'on veut faire quand il y a une dyspnée en fin de vie, on va parler vraiment de traiter les causes sous-jacentes possibles, évidemment, en premier lieu. Ensuite, on va penser à des interventions non pharmacologiques reconnues qui pourraient être combinées à des interventions pharmacologiques. Donc, ces interventions pharmacologiques-là pourraient être de l'ordre, en fait, les revues Cochrane tendent à dire qu'il y a la plus haute évidence scientifique que les opioïdes contre l'essoufflement seraient bénéfiques. Les benzodiazépines seraient aussi bénéfiques dans des circonstances d'anxiété, donc en deuxième ligne, troisième ligne. Il n'y aurait pas d'intervention reconnue contre le râle terminal. En ce moment, c'est ce que l'évidence nous permet de dire. La sédation palliative ne précipite pas le décès. Donc, ça serait une intervention jugée efficace contre la dyspnée réfractaire. Il n'y aurait pas de médicaments reconnus pour traiter l'anxiété en fin de vie non plus, selon ces résultats-là. Moi, je trouvais que les résultats des revues Cochrane dataient de quelques années. On sait qu'il y a eu la pandémie qui est venue un peu brusquer des travaux de recherche, ça c'est évident. Fait que je suis allée cette année, dans les années 2022-2021, voir qu'est-ce qui s'était écrit de plus récent concernant les meilleures pratiques. Est-ce que ça a changé? C'était surtout ça que je voulais savoir. Donc, ça demeure la même tendance. Les opioïdes sont vraiment reconnus pour soulager la dyspnée en fin de vie. Les benzos demeurent une deuxième possibilité s'il y a une composante d'anxiété dyspnée. Et la sédation palliative est vraiment le traitement reconnu contre la dyspnée réfractaire. On a aussi beaucoup de littérature qui travaille, des gens, des chercheurs, beaucoup de littérature qui a été publiée sur les interventions non pharmacologiques reliées au soulagement de la dyspnée en fin de vie. Et ça, combiné au traitement d'opioïdes ou benzodiazépines, font de plus en plus de place, finalement, comme évidence scientifique. Fait que là, au Québec, comment on peut faire pour remplacer le protocole de détresse, puisque là, les meilleures pratiques nous disent qu'on n'a pas besoin du protocole de détresse, on n'utilise pas ça ailleurs. Comment on pourrait y arriver? En fait, c'est en appliquant les meilleures pratiques, donc l'utilisation des opioïdes. On s'est aperçu même qu'au Québec, les résultats de mon mémoire de maîtrise nous permettent de voir que chez les gens qui ont reçu un protocole de détresse respiratoire, il y avait moins d'utilisation d'opioïdes. Dans le fond, je vous explique le graphique. En rouge, c'est le sous-groupe qui a reçu un protocole de détresse. En bleu, c'est le sous-groupe qui n'a pas reçu de protocole de détresse. Ce qui est à gauche nous présente le nombre de doses d'opioïdes administrées. Donc, on voit qu'en bleu, il y a plus de doses d'opioïdes administrées chez les personnes qui n'ont pas reçu de protocole. Et du côté droit, on voit l'équivalent oral de morphine. Donc, en bleu, toujours, on s'aperçoit qu'il y a eu plus de morphine, pas de morphine, d'opioïdes, d'équivalent oral de morphine qui a été administré chez les gens qui n'ont pas reçu de protocole de détresse. Donc, si on évalue la dyspnée et qu'on utilise des méthodes pour quantifier cette dyspnée-là et qu'on la prend dès l'apparition de la dyspnée,
on pourrait avoir une influence sur l'utilisation du protocole de détresse. Fait que ça, c'est une donnée québécoise qui est intéressante. Mais pourquoi alors on parle de détresse respiratoire au Québec? Puis pourquoi on utilise un protocole précis pour cette situation de soins-là? Il y a quelque chose de culturel là-dedans, il y a quelque chose qui fait partie de notre histoire. Fait que j'ai voulu aller voir c'était quoi l'origine du protocole de détresse, comment on est arrivé là. Parce que des fois, quand on comprend d'où part le protocole, ben, on peut se situer vers où on s'en va. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que j'ai tracé, selon la légende, que le protocole de détresse aurait été initié lors de l'ouverture de la maison Michel Sarrazin, inspiré des pratiques faites au St. Christopher's Hospice à ce moment-là. Donc, j'ai pu retracer, grâce à des contacts que mes collègues ont réussi à retracer ça, des archives de 1968 du St. Christopher's Hospice. Donc, ça, c'est des archives médicales qui permettaient de dire que quand on avait de la dyspnée, on pouvait mettre des opioïdes. Quand on avait de la détresse avec la dyspnée, on pourrait rajouter un sédatif. Quand on avait de l'embarras, là, on pouvait rajouter une hyoscine, un anticholinergique pour soulager. Mais voyez-vous, dans cette archive-là, il y avait des possibilités d'ajouter des molécules. Mais le protocole de détresse à proprement parler, sous la combinaison qu'on connaît aujourd'hui de façon simultanée, n'est pas décrite au niveau de ces archives-là de 1968. Et que là, moi, je suis à la recherche de l'histoire entre les deux. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on est passé d'un protocole décomposable à le protocole qu'on utilise aujourd'hui? Il y a des bouts d'histoire qui nous manquent, qui fait que moi, je vais être bien preneuse si vous avez des bouts d'histoire à me rapporter. On va pouvoir mettre ça ensemble puis se faire une tête sur les origines du protocole de détresse. Donc, en conclusion, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes qui sont relatifs au protocole de détresse. Il y a une grande variabilité partout au Québec, une grande non-conformité. On a des pistes d'explication face à ce problème-là. On n'a pas de consensus au niveau de la définition de la détresse respiratoire. On n'a pas d'outils d'évaluation non plus qui pourraient être utilisés. On a une tendance internationale. Les auteurs contemporains ont une tendance à aller vers des cas traceurs plutôt que de rechercher un terme global pour expliquer cette situation-là. Et on a un continuum conscience-inconscience qu'on doit tenir compte aussi dans l'interprétation de la situation clinique. Les pratiques cliniques de 2023, en fait, les meilleures pratiques sont vraiment différentes de ce que propose le protocole de détresse. La sédation palliative est vraiment la bonne avenue avec la dyspnée réfractaire. Puis, on voit qu'il y a une évolution du protocole depuis 20 ans. On a vraiment eu un relâchement, un resserrement et on peut penser aussi à l'origine dont je viens de vous parler au St. Christopher's Hospice qui nous permet de voir que le protocole est en évolution. Donc, ça va être quoi sa prochaine page d'histoire à ce protocole de détresse-là? Je vous remercie de votre attention. J'ai laissé mon adresse courriel ici, là, si vous avez des questions, des commentaires, des bouts d'histoire à me rapporter. Ça va me faire plaisir de vous entendre, d'échanger avec vous. Puis, il nous reste du temps, donc ça va être libre place à des questions et à des commentaires. Merci beaucoup.